voyez que le décor a changé, et tout simplement parce que nous sommes passés des figures planétaires qui peuvent être représentées par des figures géométriques à des modèles planétaires qui regroupent les planètes suivant des configurations, des ensembles beaucoup plus flous que des figures géométriques avec des angles bien précis de 60, de 90, de 180 degrés. Alors ça va de gauche à droite, gauche ici, à droite, je sais pas, pour vous c'est peut-être l'inverse. Bon. Nous commençons par ce que nous appelons le stellium. Ça c'est les Américains. Hein, ce que moi j'appelle avec mes élèves un amas. C'est 4 corps célestes ou plus qui sont agglomérés dans un même signe ou voire dans une même maison aussi. Hein. C'est une configuration assez courante qui évoque une grande concentration d'énergie, suivant le nombre de corps célestes bien sûr, et suivant aussi les orbes, les différences, les séparations qu'il y a entre eux. Ces corps célestes se potentialisent les uns les autres. Et plus on a de rapport, plus on est fort. Plus on est fou, plus on rigole. Ça accentue, cette présence d'un amas va accentuer l'élément dans lequel l'amas se trouve, ou le mode cardinal fixe mutable dans lequel il intervient. C'est comme un vrai quatuor jouant du Mozart ou jouant Beethoven. Il n'y a rien de plus précis et de plus unifié, quand c'est bien joué, qu'un quatuor. C'est une configuration qui accentue un aspect, un des membres du quatuor ou du quintet, tout corps céleste qui va se trouver en aspect du quatuor, en aspect d'un des membres du quatuor, je dirais presque, se trouve être en aspect de tous les autres, même s'il ne les touche pas. Une planète, un corps céleste, en aspect d'un amas, est en aspect de tout l'amas. Donc, un transit, un mouvement, on n'a pas encore appris bien sûr à faire de la prévision en astrologie, on fait pour l'instant de l'astrologie statique, on ne fait pas de l'astrologie dynamique. Hein, prévoir ce qui va se passer, comment les choses vont se présenter. On n'en a pas encore fait, on n'est pas prêt d'en faire pour l'instant. Mais vous savez tous que peut-être un transit, eh bien lorsque une planète est en transit, lorsque par exemple Saturne va passer sur le premier corps céleste d'un amas de 4 corps célestes, c'est comme s'il commençait à passer sur tout l'amas. Il y a aussi un accent sur les maisons de résidence, bien sûr. Si l'amas se trouve ici, par exemple, où est-ce que je l'ai mis? Supposons que ce soit la maison 2 ou la maison 3. Il y a aussi une influence sur les maisons que chacun des corps célestes gouverne. Hein, la différence entre se trouver dans une maison, par exemple, chez moi, dans mon thème, Vénus se trouve dans la maison 2. Mais elle gouverne la maison 9, pourquoi? Parce que la maison 9 est en taureau, signe de Vénus, et elle gouverne justement la maison 2, parce que bien que se situant en scorpion, elle gouverne la balance qui se trouve à la pointe de la maison 2. Qu'est-ce que j'ai choisi comme exemple? Le thème de Marcel Proust, que vous trouverez en thème numéro 2, le thème de Louis Pasteur, thème numéro 8, avec un gros amas dans le signe du Capricorne, thème d'Edgar Poe, thème 8 bis, avec un gros amas dans le signe des Poissons. Après la figure, le modèle, où est-il ce modèle? Ici, stellium, l'amas,
nous avons ici le modèle en éventail. Bah écoutez, c'est toujours 3 ou 4 planètes ensemble, ou 5, suivant le cas, opposées à une planète isolée, qui va prendre bien sûr une importance toute particulière. C'est une configuration assez fréquente. Les énergies de la triple, la quadruple conjonction vont s'exprimer à travers la planète qui est seule et en face. Et donner comme exemple Wolfgang Amadeus Mozart, où nous avons un amas de 3-4 planètes dans le signe du Verseau, opposé à une magnifique Neptune exaltée dans le signe du Lion. On ne peut rien trouver de plus artistique que cette configuration. Après le stellium ou l'amas, puis l'éventail, nous avons ce que nous appelons le singleton. Où est-il ce singleton? Ici et là. Je vous en ai mis 2 pour le prix d'un. Qu'est-ce que c'est qu'un singleton? Ben, c'est une seule planète qui se trouve dans un hémisphère. Nord, sud, est, ouest. On trouve ce singleton dans d'autres modèles planétaires que je citerai par la suite. Donc cette planète isolée, toute seule, dans un seul hémisphère, mobilise l'attention et l'énergie dans l'hémisphère concerné, surtout si elle est en angulaire. Et comme exemple, j'ai Marcel Proust, où nous avons dans son thème Saturne, conjoint au milieu du ciel, c'est-à-dire effectivement dans un angle, dans son propre signe en Capricorne et dans l'hémisphère ouest. Ici, je vous donnerai l'exemple d'un singleton dans l'hémisphère ouest, justement, et puis je vais vous donner l'exemple d'un singleton dans l'hémisphère nord-ouest, ici. Nord-est, pardon, je dis ouest, nord-est, ici. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire, ça n'en fait pas beaucoup d'intérêt ici au stade de nos recherches, mais voilà, sachez reconnaître une planète isolée, toute seule, dans un seul hémisphère, et l'importance qu'elle va prendre par rapport à tout le thème, les indications qu'elle va nous donner sur la personnalité du sujet. Ensuite, nous avons comme modèle planétaire, toujours dans l'idée d'entrer dans un thème, de nous faire une idée globale, générale du thème, donc de la personnalité du sujet, avant d'entrer dans le détail, nous avons le modèle bol. Comme un bol. Et ça se reconnaît facilement. Voici le modèle bol, que je vois un petit peu où j'en suis. Le voilà. Vous voyez, toutes les planètes sont situées dans une hémisphère. Dans un angle de 130 à 190 degrés. Hein? Il faut être un petit peu large. C'est la vie ici. Dans l'idéal, cette répartition va se faire dans 6 maisons contiguës. Aucune maison n'est vide. La stabilité est liée à l'espacement harmonieux entre les différents corps célestes qui habitent, qui logent dans ce bol. La relation dynamique se fait par le conflit entre cet hémisphère qui est plein et puis l'hémisphère en face qui est vide. Le sujet ressent qu'il est exclu d'une partie du monde. Il ressent frustration, incertitude, mais aussi défi, combler le manque. Son attention va être concentrée vers les buts symbolisés par le plein, parce que c'est le plein qui lui donne les outils pour s'exprimer,
Mais son attirance et son besoin d'explorer la vie vont se diriger vers les valeurs symbolisées par la partie vide du bol. Il se sent souvent coupé des autres, incompris, mais il dégage aussi, il met en place aussi de fortes surcompensations, ce qu'on appellerait résilience peut-être de nos jours, je ne sais pas. C'est souvent une nature réservée qui se contient. Si nous trouvons une planète au mi-centre du bol des énergies, vraiment, cette planète, ce symbole, ce corps céleste, va concentrer les énergies. Si nous avons une opposition entre les deux bords du bol, hein, donc c'est une répartition sur 180 degrés, et nous avons plus 10 ou moins 10 de chaque côté, de telle sorte que nous ayons toujours une opposition. Quelquefois, il y a même une croix en T, c'est-à-dire que nous avons une opposition, 180 degrés, et nous avons une troisième planète au centre du bol à 80 degrés. Alors, nous avons un bol plus une croix en T. La première planète qui va dans le sens horaire, pas dans le sens des signes, mais dans le sens horaire, hein, donc c'est le sens inverse, le sens des maisons. C'est elle qui conduit le bol, c'est celle qui justifie l'existence et qui cherche à canaliser, à réaliser la mission évoquée par le bol. Par exemple, un bol au sud, c'est mener une vie extérieure, se dépenser, se vider, avec un certain respect des valeurs sociales, des valeurs admises, dirons. Le travail prend souvent beaucoup de place, au détriment de la vie personnelle qui est affaiblie. Et bien sûr, j'ai pris comme exemple le thème de Van Gogh, le peintre, qui a le thème numéro 10 dans la classification que j'ai adoptée. Il peut arriver qu'un bol qui occupe une hémisphère ne soit pas exactement dans l'hémisphère est, ouest, nord ou sud, mais qu'il se trouve à cheval, c'est-à-dire qu'il sera de part et d'autre d'un méridien. Alors, ça donnera comment dire, une connotation particulière qu'il faudra savoir dégager dans l'interprétation. Mais nous n'en sommes pas là une fois de plus. Après le bol, nous avons le seau ou l'entonnoir. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, le voici. Vous avez un bol, 9 planètes, et vous en avez une autre, juste en face, c'est l'anse du seau, ou la pointe de l'entonnoir. Idéalement, cette anse, ce corps céleste isolé, se trouve exactement opposé au mi-point des 9 autres, au centre. Mais bien souvent, c'est penché à droite ou c'est penché à droite. L'anse n'est pas toujours à 90 degrés de la planète centrale du bol. Cette planète isolée potentialise l'énergie de toutes les autres planètes, qui est projetée, cette énergie des autres planètes qui est projetée dans l'entonnoir, justement. C'est qui nous donne une direction importante et personnelle concernant les centres d'intérêt du sujet. Il y a beaucoup d'intensité dans le bol, dans l'entonnoir, dans le seau, comme dans le bol, mais alors que le bol peut tout sacrifier à un idéal, le seau, l'entonnoir, sait adapter ses exigences à la réalité. Il est plus volontaire, l'impulsion est plus dynamique, il est souvent doué pour inspirer ou pour guider les autres. À la limite, il peut devenir un agitateur, un mécontent, un porte-parole, hein, un syndicaliste, par exemple, vociférant le SMIC à 2000 francs, le SMIC à 2000 francs, bon, je retarde de quelques années, le SMIC à 2000 euros, non, je plaisante, mais c'est souvent quelqu'un qui devient, qui a une propension à vouloir devenir leader. La nature de la libération de l'énergie va dépendre
de la nature et de la position de la planète Anse. Plus elle est perpendiculaire au groupe de 9, plus elle me paraît active, mais elle peut pencher avant l'opposition, après l'opposition, elle peut se situer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. À chaque fois, ça nous donnera des indications différentes. Nous avons une anse au sud dans le thème de Marcel Proust, thème numéro 2 que je vous ai présenté, et dans le thème de Sigmund Freud, que je ne vous ai pas présenté mais que vous aurez, et qui est le thème numéro 19. Chez Freud, chez Mars, dans le signe de la balance. Comme par hasard, Mars, c'est le sexe. Enfin, c'est un des symboles des instincts qui habitent la nature humaine, et particulièrement de l'instinct masculin. Après le seau ou l'entonnoir, nous avons la balançoire ou le sablier. Le voilà, balançoire ou sablier. Il s'agit de deux groupes de planètes, de corps célestes, opposés l'un à l'autre. Alors, pour que ce soit un bon sablier ou une bonne balançoire, il est bon qu'il n'y ait pas de maison vide à l'intérieur du groupe, qu'elles soient bien assez regroupées. Et il est bon aussi que les deux groupes soient séparés d'au moins deux maisons vides, pour vraiment qu'il y ait une opposition. Autrement, on aurait plutôt affaire à un bol qu'à une balançoire. Cette idée d'opposition, de confrontation, de mise en relation, de prise de conscience, est propre à la balançoire au sablier. Il évoque souvent un équilibre difficile à trouver, le passage d'une opposition à son contraire, un monde de conflit. On est pour ceux qui sont pour et on est contre ceux qui sont pour. On est pour ceux qui sont contre et contre ceux qui sont pour. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle aussi quelquefois les caméléons, ou bien ceux qui ont le retournement de veste assez facile. Il y a des analogies, bien sûr, entre cette figure de balançoire ou de sablier et le signe de la balance, qui cherche toujours à concilier deux contraires, qui cherche toujours le compromis. Je ne dis pas la compromission, mais qui cherche sincèrement le compromis, la diplomatie. Donc au positif, le sablier ou la balançoire peuvent contribuer à développer une objectivité en équilibrant les points de vue opposés, cas de la balance, à mettre en relation, à réaliser une médiation, à favoriser un compromis. Le maximum d'intensité de la figure est réalisé quand deux groupes de corps célestes presque également distribués, de part et d'autre d'une opposition ou d'un axe idéal reliant centre des deux groupes. Lorsque nous pourrions tracer une opposition entre la planète qui est au centre du premier groupe et au centre du deuxième groupe, nous aurions là une balançoire ou un sablier idéal. Figure suivante, modèle suivant, la locomotive. La locomotive est ici. Dans la locomotive, tous les corps célestes se retrouvent regroupés sur les deux tiers du zodiaque. Toujours avec avec des petites différences possibles, c'est-à-dire sur 240 degrés. Nous avons donc un angle de 120 degrés qui est vide. La distribution idéale serait celle où nous n'aurions pas plus de 60 degrés
de différence entre deux corps célestes, pas plus d'une maison vide. La disproportion entre les parties crée un sentiment de manque. Le sentiment d'avoir besoin de quelque chose, de devoir résoudre un problème, d'avoir une tâche spécifique à accomplir dans un domaine particulier. Le dynamisme et l'efficience sont les deux traits majeurs du modèle locomotive. C'est un tempérament moteur, toujours prêt à entreprendre un travail même difficile et à le mener à bien. Le modèle locomotive agit avec beaucoup d'énergie, mais de façon personnelle. Il compte d'abord sur lui, sur sa propre expérience. Il peut se montrer très intransigeant. Mais il y a aussi chez lui une possibilité d'ouverture à une certaine transcendance, à se libérer des schémas tout faits, des solutions admises. Il y a un besoin de dépassement avec, éventuellement, une ouverture métaphysique et ou mystique et ou religieuse et ou sociale. Ce qui est intéressant, c'est d'observer la planète qui mène la locomotive dans l'ordre des maisons. Les maisons montent à l'horizon, redescendent au descendant, donc dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Cette planète nous donnera des indications sur les orientations de cette personnalité. La planète qui se trouvera au centre de la locomotive, si le regroupement est bien fait et qu'on peut déterminer un centre, cette planète-là, ce corps céleste, nous donnera des indications sur la source du pouvoir qu'elle exerce, sur quoi elle s'appuie pour s'affirmer. Le mi-point vide, celui qui se trouvera en face, ce point au centre, pourra nous donner une indication sur le but, quelquefois inconscient, qui est poursuivi. Il faudra aussi tenir compte des angles du thème, mais n'exagérons pas. L'exemple que j'avais trouvé, c'est celui de Gandhi, thème numéro 1, extraversion. L'espace vide chez Gandhi se trouve au nord du thème. Donc ça signale en règle générale, c'est à adapter à chaque cas particulier. Donc ça indique de l'extraversion, et c'est vrai que Gandhi est un homme très communicatif et très extraverti, un sujet qui cherche ses propres racines. Gandhi lisait tous les jours la Bhagavad Gita, il voulait restaurer la culture indienne, mais il voulait aussi faire advenir l'Inde dans la modernité, à travers la démocratie notamment. Il est motivé par ses besoins personnels. Alors, je ne sais pas si on peut parler de problèmes personnels, de besoins personnels dans le thème de Gandhi. Il a beaucoup négligé sa famille. Et Dieu seul sait si son fils aîné le lui a reproché. Je crois simplement que Gandhi a associé ses problèmes personnels à ceux de sa patrie. Il s'est identifié à l'Inde. Alors de ce point de vue-là, on peut dire qu'en défendant l'Inde, il a été motivé par ses besoins personnels. Oui, c'est assez chinois, ou plutôt assez indien, mais c'est comme ça. Quand l'espace vide est à l'est, on se trouve assez dépendant de l'action et des décisions des autres. On doit apprendre à maîtriser sa propre existence. Exemple, Emmanuel Macron, thème numéro 16. Pour moi, Emmanuel Macron est une sorte de marionnette animée par des puissances que nous ne voyons pas, mais qui touchent à ce qu'on pourrait appeler la plutocratie internationale. Il existe un autre modèle que je n'ai pas représenté ici, l'éparpillé. L'éparpillé,
c'est le sujet dont le thème voit tous les corps célestes répartis à peu près également autour du zodiaque. Il peut y avoir 3 ou 4 maisons vides non connexes. Il peut y avoir 2 maisons vides connexes. Il peut y avoir 3 ou 4 signes vides non connexes, c'est-à-dire qui ne se font pas succession. Une ou 2 maisons peuvent contenir une planète ou une conjonction. Mais c'est un type qui n'est possible qu'autour des années 1939 et la Seconde Guerre mondiale. Je précise ici, pour ceux qui m'écoutent, que mon thème appartient au type éparpillé. Je ne suis ni bol, ni seau, ni balançoire, ni trépied, ni quoi que ce soit. Mes planètes se répartissent d'une manière inégale tout autour du thème zodiacal. Je suis né en octobre 1939 et je ne peux pas dégager une figure particulière. Ce type évoque l'étalement dans toutes les directions, universalité des intérêts. Edmund Jones, qui est un grand astrologue américain, appelle ce type le citoyen universel. Je ne me sens pas tellement citoyen universel, la patrie céleste peut-être, mais sur Terre, je me sens d'abord et avant tout français et uniquement français. Le risque est de partir dans toutes les directions à la fois, de se perdre en variété de centres d'intérêt, de disperser ses énergies, de toucher à tout, de se montrer dilettante, de gaspiller ses dons. Et je dois avouer que j'ai plus ou moins tous ces défauts associés. D'ailleurs, le simple fait que j'appelle mon astrologie comparée, ce besoin justement de puiser à toutes les sources d'inspiration et d'interprétation pour bâtir une conception de l'astrologie qui soit cohérente avec ma foi et avec mes positions philosophiques, déjà doit donner des indications sur la façon dont je vis mon thème. Au positif, capacité d'appréhender la relation fondamentale de toute chose à toute autre chose. Astrologie globale. Perception de l'astrologie comme un langage universel, global, iconique, c'est-à-dire exprimant une intelligence universelle qui s'imprime et qui se marque, qui se traduit, qui se manifeste en toute chose. Relation par laquelle l'univers est un tout logique, ça c'est tout à fait moi. Réalisation dans des situations ou des domaines où il faut considérer toutes choses à la fois, vision universelle et capacité de percevoir de l'ordre dans ce qui pour un autre semblerait confusion et dispersion. Par exemple, un thème natal. Souvent, dans ce genre de thème, il n'y a pas de conjonction, donc des difficultés à se rassembler. Ce n'est pas mon cas. Il y a une large conjonction dans mon thème entre le Soleil, Vénus et Mercure. C'est quelqu'un qui n'aime pas les groupes de travail, qui préfère travailler seul. C'est parfaitement vrai. Au niveau de la recherche, je ne peux pas travailler en groupe. Par contre, au niveau de l'exposition de mes idées ou bien de la transmission, là, oui. Mais ce n'est pas véritablement travail en groupe. Quand vous êtes en position de professeur ou d'informateur ou de communicateur ou de modérateur, vous ne travaillez pas en groupe, vous travaillez sur un groupe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. S'il y a conjonction, elle focalise l'attention sur les valeurs mises en cause par cette conjonction et sur la maison où elle se trouve, où elle tombe. Il y a des personnalités très variées qui représentent le thème éparpillé. Je ne vous ai pas tracé de thèmes, de thèmes, oui, mais vous pourrez facilement les retrouver. J'ai sélectionné Theodore Roosevelt, le New Deal, hein, je crois qu'il a été président des États-Unis dans les années 30,
Alexandra David-Niel, qui s'est beaucoup intéressée au Tibet, et donc à la philosophie bouddhiste. Mao Tse-tung, encore lui. Raymond Barre, chez nous. Après l'éparpillé, nous arrivons vers la fin, bien entendu. Nous avons le bouquet. Où est-il, le bouquet? Ah. Ah oui, excusez-moi, c'est une autre feuille que je n'ai pas encore mis en exergue, la voilà. Dans le bouquet, vous avez exactement la position inverse à celle de la locomotive. C'est-à-dire que toutes les planètes se répartissent sur un espace de 120 degrés. Cette fois-ci, nous avons 240 degrés vides et 120 degrés pleins. Corps céleste n'est possible que pour des naissances nées autour de 1880, au début et au milieu des années 40, au milieu des années 50 et des années 80, à cause des mouvements planétaires respectifs qui font que des configurations, des regroupements sont possibles ou ne le sont pas. Alors, pour les années 40, je vous ai sélectionné le thème de Benito Mussolini. C'est le thème numéro 15 que vous aurez dans les documents. Et pour les années 40, le thème de Jean-Claude Killy, le grand champion de ski, qui occupe le thème 21. Concentration d'énergie, expérience et activité à l'intérieur d'un champ d'action limité. Un tiers du zodiaque égale force, intensité, magnétisme. La faiblesse, c'est l'étroitesse du but ou de la vision. Le sujet est enfermé dans un champ d'expérience étroit et limité. Il peut en subir une certaine inhibition, à l'inverse de l'éparpillé, bien entendu, qui lui, paraît-il, ne subit aucune inhibition. C'est vite dit, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Il est capable de développer des ressources maximum, mais peu d'objectivité, du fait qu'il manque de distance par rapport aux événements. Il est capable d'une action très personnelle, mais en risquant de vouloir imposer ses vues aux autres. Il dispose d'un grand magnétisme. Il peut être mené par des forces inconscientes ou de grands fantasmes, comme par exemple Mussolini, qui était guidé par quoi? Je vous le donne en mille, par l'image d'un empereur romain. Et quand vous le voyez, quand on passe de vieux films à la télévision où il apparaît, c'est caricatural, histrionique. On se demande comment un être humain peut se rendre aussi ridicule par rapport à notre sensibilité actuelle. Mais forcément, il se prenait pour un empereur romain. Donc nous avons peu de personnages célèbres de ce type qui est trop spécialisé. Là aussi, alors nous pouvons calculer le mi-point de l'amas concentré, ça va nous donner le centre de gravité de cette personnalité. Le mi-point vide en face de ce point amas, de ce point de centre de gravité de l'amas, le mi-point vide en face donne le but ultime. La planète qui mène le vide dans le sens des maisons, ça va être la dominante. Et puis, il faudra voir aussi les 4 points cardinaux. Est-ce que c'est plutôt à l'est que se trouve ce bouquet? Est-ce que c'est plutôt à l'est, au nord ou au sud, etc. Et enfin, nous reste la dernière configuration, le dernier modèle planétaire, que voici, ici,
voyez, c'est le trépied. 3 groupes de corps célestes sont distincts les uns des autres, à condition que l'un des pieds ne dépasse pas le sextile pour qu'il ait pleine efficacité. Alors la signification est semblable à celle du grand trigone. Le troisième terme apporte possibilité de voir des choses de loin. Capacité de mise en perspective, de compréhension, d'ouverture vers une vision plus large, sociale, religieuse, cosmique. Donc le trépied élargit vraiment le champ de conscience, mais il faut bien sûr que nous trouvions dans le thème un élément qui lui permette de concrétiser et pas de rester simplement dans la vision, mais de passer à l'action. Bon, alors il y en a un dernier que j'ai mis ici, mais j'en parle même pas, c'est les 4 coins. Hein. Vous avez 4 groupes de planètes qui se font face l'une à l'autre, les unes aux autres, avec 2 oppositions à peu près. Et là, vous reprenez la définition du grand rectangle et vous êtes très proche de la définition du 4 coins. Voilà. Ça fait une leçon assez longue pour aujourd'hui. J'arrête et puis, et bien à la prochaine.